Alexander ignorait la tache de sang qui maculait son tapis persan importé, son attention entièrement focalisée sur la photo granuleuse de son téléphone. Béatrice était attachée à une chaise, ses beaux yeux expressifs écarquillés par la terreur, bien que ses ravisseurs la considèrent comme une simple distraction, ou pire, comme une blague. Ils étaient sur le point de découvrir l'erreur fatale qu'ils avaient commise en s'en prenant à son âme. La pègre de Chicago ne fonctionnait pas sur l'amour, mais sur le levier, l'apparence et le sang. Alexander Russo, le nouveau chef du syndicat de Southside, l'avait mieux compris que quiconque. À 32 ans, il s'était frayé un chemin impitoyable jusqu'au sommet d'un empire fracturé, laissant derrière lui une traînée de rivaux brisés. Mais la vieille garde, la commission italienne traditionnelle opérant depuis New York, avait posé une condition archaïque avant de lui accorder le contrôle total des ports du Midwest. Il devait être un homme rangé, un homme marié. Une épouse était une responsabilité aux yeux d'Alexander, une faiblesse qui ne demandait qu'à être exploitée. Il ne voulait pas d'une princesse de la mafia qui comprendrait le jeu, ni d'un mannequin fragile qui s'effondrerait face à la réalité terrifiante de sa vie. Il lui fallait quelqu'un d'invisible, une union purement transactionnelle. C'est là qu'intervint Béatrice Gallagher. Béatrice avait 28 ans, c'était une experte comptable brillante mais surmenée qui vivait totalement en dehors de l'orbite violente de la mafia. Elle était également en train de couler. Son jeune frère Liam avait accumulé une dette de jeu vertigineuse de 400 000 $ dans un casino clandestin géré par la famille Moretti. Les Moretti étaient impatients et Liam avait reçu un ultimatum de 48 heures avant qu'il ne commence à briser des os, ou pire. Alexander racheta la dette. En échange, il présenta à Béatrice un contrat en béton, non négociable, 3 ans de mariage, 3 ans à sourire devant les caméras lors de galas de charité, à assister au dîner du dimanche et à offrir la couverture domestique parfaite pour son entreprise violente. Au terme du contrat, la dette de son frère serait entièrement effacée, et elle repartirait avec 2 millions de $ en fonds propres et intraçables. Lorsqu'elle entra pour la première fois dans le bureau faiblement éclairé d'Alexander pour signer, elle n'était pas ce que l'on attendait de la femme qui se tiendrait aux côtés du diable de Chicago. Béatrice était résolument et sans complexe ronde. Là où les épouses des associés d'Alexander étaient refaites par la chirurgie, aux joues creusées et affamées dans des robes de créateur taille 0, Béatrice était plantureuse. Elle avait des cuisses épaisses, un ventre rond et doux, et une poitrine lourde qui tirait sur les boutons modestes de ses gilets. Elle portait son poids avec une dignité calme et obstinée. Elle ne recula pas devant son regard terrifiant. « Vous comprenez les conditions, mademoiselle Gallagher ?» avait demandé Alexander, la voix semblable à du gravier, ses yeux sombres balayant sa silhouette sans une once de chaleur. « Je comprends que vous possédez la vie de mon frère, et que maintenant, vous louez la mienne, monsieur Russo, » avait-elle répondu, la voix tremblant à peine. Alexander l'épousa lors d'une cérémonie privée 3 jours plus tard. Pendant les 2 premiers mois, ils vécurent comme des fantômes dans son manoir tentaculaire et ultra sécurisé de Lake Forest. Ils dormaient dans des ailes séparées. Ils ne se parlaient que lorsque c'était nécessaire. Alexander la traitait comme un meuble de luxe, utile pour son esthétique, mais totalement négligeable. Béatrice restait dans son coin, passant ses soirées à lire dans la bibliothèque, essayant de prétendre que les gardes lourdement armés patrouillant sur le périmètre n'étaient que des jardiniers. Mais la proximité est un catalyseur dangereux. Cela commença par de petites observations. Alexander remarqua la façon dont Béatrice traitait son personnel, non pas avec le dédain arrogant typique des épouses de mafieux, mais avec une chaleur authentique. Elle apprit le nom du chef. Elle interrogeait les gardes sur leurs enfants. Le manoir froid et stérile se mit soudain à sentir la pâtisserie fraîche le dimanche parce que Béatrice trouvait la cuisine commerciale massive trop triste pour rester vide. Puis vint l'éveil physique. Alexander était un homme d'une discipline stricte, mais il se surprit à laisser son regard s'attarder sur la courbe de ses hanches lourdes lorsqu'elle s'éloignait de la table. Il se retrouva fasciné par le doux gonflement de sa gorge et la rougeur rose de ses joues lorsqu'elle le surprenait à la fixer. Elle était entièrement réelle dans un monde fait de plastique et de mensonges. Le basculement se produisit lors du gala de charité annuel de la Police Athletic League, un terrain neutre où gangsters et politiciens se côtoyaient. Béatrice portait une robe sur mesure d'un vert émeraude profond qui épousait ses courbes robustes. Ses cheveux sombres étaient relevés, sa peau rayonnante. Elle était nerveuse, agrippant sa flûte à champagne comme une bouée de sauvetage. À l'autre bout de la salle, Carmine, un lieutenant grande gueule d'une équipe voisine, s'appuyait contre le bar avec ses comparses. Il avait trop bu de scotch. « Regardez Russo » ricana Carmine, sa voix couvrant le quatuor à cordes. « Il passe au niveau supérieur. J'imagine qu'il aime ses repas en format XXL. »
Je n'arrive pas à croire que le patron soit enchaîné à une baleine alors qu'il pourrait avoir n'importe qui. Béatrice se figea, le sang quittant son visage. Elle baissa la tête, une vieille honte familière l'envahissant. Elle fit un pas en arrière, prête à fuir vers les toilettes. Avant qu'elle ne puisse bouger, une main lourde et chaude se referma sur le bas de son dos. Alexander. Il la tira contre lui, sa prise étant presque douloureuse dans sa possessivité. Il ne dit pas un mot à Béatrice. Il l'emmena simplement au bar, s'arrêtant directement devant Carmine. La musique sembla s'estomper. Le silence autour du bar devint étouffant. « Carmine, dit Alexander, sa voix terrifiante de calme, à peine au-dessus d'un murmure. « Et, Dom, balbutia Carmine, réalisant soudain l'erreur fatale qu'il avait commise. Son courage dû à l'alcool s'évapora, remplacé par une terreur pure. « Juste une blague, patron. Aucun manque de respect. »« Ma femme est juste ici, dit Alexander, les yeux morts et noirs. Excuse-toi auprès d'elle. »« Je suis désolé, Madame Russo. C'était une blague stupide. » Alexander ne sia pas. Dans un mouvement fluide et d'une rapidité aveuglante, il attrapa Carmine par la nuque et lui écrasa le visage sur le comptoir en marbre. Le craquement sinistre des os résonna dans le silence soudain de la pièce. Le sang s'accumula instantanément autour des verres à cocktail éparpillés. Alexander sortit un mouchoir en soie de sa poche, essuyant calmement une goutte de sang sur sa manchette. Il regarda les spectateurs stupéfaits. Ma femme et moi rentrons à la maison. À l'arrière de la Maybach blindée, Béatrice était assise, tremblante, regardant les lumières de la ville défiler par la fenêtre. Elle sentit Alexander glisser sur le siège en cuir, comblant la distance entre eux. « Tu n'étais pas obligé de faire ça, » murmura-t-elle, une larme coulant enfin sur sa joue. « J'ai l'habitude. Les gens me regardent et voient une blague. Je sais que je ne rentre pas dans ton monde. » Alexander tendit la main, ses doigts rudes et calleux essuyant doucement la larme sur sa mâchoire. Il se pencha, son visage à quelques centimètres du sien, son souffle chaud contre sa peau. « Tu es ma femme, » murmura-t-il avec férocité. « Tu portes mon nom. Personne ne manque de respect à ce qui est à moi. » Il baissa les yeux vers ses lèvres, puis balaya son corps luxuriant avec une intensité qui coupa le souffle à Béatrice. « Et pour information, Béatrice, j'ai exactement ce que je veux. » Il l'embrassa alors. Pas pour les caméras, pas pour la commission. C'était un baiser contondant, réclamant, plein d'une chaleur désespérée et réprimée. À partir de cette nuit-là, le mur invisible entre eux vola en éclats. Béatrice emménagea dans sa chambre. Le faux mariage devint terrifiant de réalité. Une obsession profonde et dévorante à laquelle aucun des deux n'était préparé. Alexander Russo avait enfin trouvé une faiblesse, et ses ennemis observaient. Lorenzo Costello était un vautour enveloppé dans un costume à $1000. En tant que chef du clan de Westside, il perdait du terrain depuis des mois, lentement étouffé par l'expansion agressive d'Alexander Russo. Costello avait besoin d'un levier pour forcer Alexander à la table des négociations et obtenir le contrôle des lucratifs syndicats de routiers. Costello avait passé des semaines à faire suivre Alexander, cherchant une maîtresse, un compte bancaire caché, un vice. Ce que ses espions lui rapportèrent le fit rire aux éclats. Russo, le faucheur au sang-froid de Southside, jouait à la dinette. Pire encore, il ne faisait plus semblant pour la commission. Ces hommes rapportèrent qu'Alexander quittait rarement le côté de sa femme lorsqu'il ne travaillait pas. « Tu me dis, » halta Costello à travers un nuage de fumée de cigare, « que Russo est raide dingue d'une comptable civile ronde. C'est ça son point faible ? » « Oui, patron, » répondit son informateur. « Il est obsédé. Elle va dans cette petite boulangerie de Little Italy tous les mardis à 10h. Pastisseria Natalina. Il envoie un seul garde avec elle, un type nommé Polly. Il essaie de rester discret pour qu'elle se sente normale. » Costello sourit, exposant une rangée de dents à couronne d'or. La normalité est sur le point de devenir très chère pour Monsieur Russo. C'était un mardi matin frais d'octobre. Béatrice adorait la pastisseria Natalina. Cela sentait la vanille, l'espresso et son ancienne vie, avant les voitures blindées et la soie tachée de sang. Elle riait avec la propriétaire âgée, une boîte à pâtisserie blanche attachée avec une ficelle rouge posée sur le comptoir, remplie des feuilletés préférés d'Alexander. Polly, son garde du corps, se tenait près de la porte vitrée, surveillant la rue. Tout arriva en moins de 10 secondes. Une camionnette noire banalisée crissa sur le trottoir, brisant le calme de Taylor Street.
La porte latérale coulissa avant même que le véhicule ne soit complètement arrêté. 3 hommes en tenue tactique en sortirent. Polly attrapa le Glock sous sa veste, mais il fut trop lent. 2 coups de feu étouffés retentirent rapidement. Polly s'effondra violemment, se tenant l'épaule alors que le sang giclait sur la vitre de la boulangerie. Béatrice hurla, laissant tomber la boîte de pâtisserie. Avant qu'elle ne puisse courir vers la sortie arrière, des bras massifs l'enveloppèrent, la soulevant du sol. Elle se battit férocement, donnant des coups de pied, griffant, utilisant chaque once de sa carrure pour déséquilibrer ses agresseurs. Son coude atteignit le nez d'un homme avec un craquement sinistre, mais ils étaient trop nombreux. Un chiffon imbibé d'un produit chimique âcre fut plaqué sur son nez et sa bouche. Le monde bascula, l'odeur de vanille s'estompant dans un abîme sombre et terrifiant. À 15 kilomètres de là, Alexander était assis au bout d'une table massive en acajou dans son bureau corporatif légitime du centre-ville, examinant des permis de zonage. Son téléphone vibra, un numéro privé. Il leva la main, faisant taire son sous-chef, Vincent. Alexander porta le téléphone à son oreille. Russo. Alexander, mon ami, mon frère, la voix de Lorenzo Costello glissa dans le haut-parleur. Comment se porte le secteur de l'immobilier? Chaque muscle du corps d'Alexander se transforma instantanément en granit. Lorenzo, à quoi dois-je ce déplaisir? Je passais juste dans le vieux quartier, ricana Costello. J'ai pensé prendre quelque douceur. J'ai trouvé quelque chose de bien plus lourd à la place. Dis-moi, Dom, est-ce qu'on facture les rançons au kilo de nos jours? Parce que j'ai une sacrée femme assise dans mon entrepôt en ce moment. Le cœur d'Alexander s'arrêta. Le monde autour de lui sembla perdre tout son et toute sa couleur. Qu'est-ce que tu as dit? La voix d'Alexander n'était plus qu'un râle. J'ai ta petite femme ronde et factice, Russo, rit Costello d'un son dur et grinçant. Et laisse-moi te dire, c'est du boulot. Elle sue dans ses vêtements, elle pleure. C'est pathétique. Tu as vraiment laissé tes standards baisser, n'est-ce pas? Bref, voici le marché. Tu vas me céder les locaux des Teamsters avant minuit. Si tu ne le fais pas, je laisse mes gars s'amuser un peu avec le bétail, et ensuite, je te la renvoie en quelques douzaines de petites boîtes. Alexander ne cria pas. Il ne menaça pas. Il baissa les yeux sur le stylo dans sa main. Le lourd Mont Blanc plaqué or se brisa nettement en 2 entre ses doigts, l'encre coulant sur ses jointures. Lorenzo, dit Alexander, un calme terrifiant et absolu s'installant sur ses mots. C'était la voix d'un mort en sursis. Si tu touches à un seul cheveu de sa tête, si tu la fais pleurer, je ne vais pas seulement te tuer. Je vais démanteler tout ce que tu as jamais aimé. Je vais effacer ton héritage des livres d'histoire. Costello ricana, essayant de masquer son malaise soudain face à l'absence totale de panique dans la voix d'Alexander. Minuit, Russo. Pas de flic, ou la grosse fille meurt. La ligne se coupa. Un instant plus tard, le téléphone d'Alexander émit un signal sonore, un message texte. C'était une photo. Béatrice, attachée à une chaise en métal dans une pièce sombre. Sa joue était contusionnée, ses vêtements en désordre, mais ses yeux, fixant l'appareil photo, étaient remplis d'une terreur défiante. Alexander se leva lentement de la table. Vincent, son sous-chef, le regarda, son visage perdant toute couleur. Vincent connaissait Alexander depuis 15 ans, mais il n'avait jamais vu le regard qui habitait actuellement son patron. L'homme d'affaires calculateur avait disparu. Le monstre avait été libéré. Annulez les réunions, dit Alexander, sa voix résonnant dans le silence mortel de la salle de conseil. Patron, que s'est-il passé? Demanda Vincent avec prudence. Costello a pris Béatrice. Alexander marcha vers le mur, écartant un tableau encadré pour révéler un coffre-fort biométrique caché. Il pressa son pouce sur le lecteur, et la lourde porte en acier s'ouvrit, révélant un arsenal d'armes tactiques. Il y plongea la main, sortit un SIG Sauer personnalisé et enclencha un chargeur avec un claquement métallique bruyant. Appelle Victor. Appelle Léo. Fais descendre chaque homme que nous avons dans les rues et arme-les, ordonna Alexander en se tournant vers Vincent avec des yeux qui brûlaient comme les flammes de l'enfer. Costello pense qu'il a pris une distraction. Il pense que c'est une blague. Alexander retira sa veste de costume sur mesure, la laissant tomber sur le sol, révélant l'étui d'épaule attaché par-dessus sa chemise blanche. « Nous allons faire la guerre », déclara Alexander en se dirigeant vers la porte. « Et nous allons peindre cette ville en rouge jusqu'à ce que je récupère ma femme. »
L'odeur de rouille, de bière éventée et de béton humide ramena Béatrice à la conscience. Sa tête battait avec un rythme sinistre, le goût métallique du sang tapissant sa langue. Elle cligna des yeux face à l'éblouissement intense d'une unique ampoule industrielle en cage oscillant au plafond. Elle était assise sur une chaise en aluminium au centre d'un entrepôt abandonné caverneux. Ses poignets étaient liés serrés dans son dos avec des colliers de serrage industriels épais qui mordaient douloureusement dans sa chair. La belle au bois dormant se réveille. Une voix moqueuse résonna dans l'espace humide. Lorenzo Costello entra dans le cercle de lumière, flanqué de 3 hommes lourdement armés portant des gilets tactiques sur des costumes bon marché. Costello était un homme aux traits fins et nerveux qui sentait fort l'eau de Cologne bon marché et le tabac froid. Il tourna autour de Béatrice, ses yeux sombres remplis d'un amusement malveillant. « Je dois admettre, quand mes gars t'ont amené, j'ai cru à une erreur, ricana Costello, s'arrêtant devant elle pour allumer une cigarette. Russo est le bâtard le plus impitoyable du Midwest. Il porte de l'Armani sur mesure, conduit une voiture d'un $250 000 et il te choisit, toi. Tu es un poids mort. Tu es lente, tu es molle, et franchement, ma belle, tu prends beaucoup trop place. » Le cœur de Béatrice martelait ses côtes comme un oiseau piégé. L'ancienne piqûre familière de l'humiliation s'enflamma dans sa poitrine, toute une vie de murmures cruels et de regards en biais sur son poids. Mais alors qu'elle regardait le visage ricanant de Costello, la honte fut soudain balayée par une vague massive et inattendue d'une rage pure. Elle était Béatrice Gallagher. Elle s'était extirpée de la pauvreté, avait obtenu une maîtrise, sauvé son frère bon à rien de la mafia et survécu au lit de l'homme le plus terrifiant de Chicago. Elle n'allait pas mourir en pleurant pour un gangster de bas étage. « Tu as fait une erreur, Lorenzo, » dit Béatrice, sa voix étonnamment stable. Costello rit d'un son aboyant et dur. « Oh, vraiment ? Parce qu'en ce moment, ton mari est en train de me signer l'intégralité de la voie maritime de Southside. Il abandonne son empire parce qu'il a un fétichisme tordu pour les filles rondes. »« Non, » répondit Béatrice en fixant son regard sur le sien. « Tu as fait une erreur parce qu'Alexander ne va pas négocier. Il va te tuer. » Le sourire de Costello faiblit pendant une fraction de seconde avant qu'il ne lève la main et ne la frappe au visage. Le revers de main fut brutal, faisant basculer sa tête sur le côté. Sa lèvre se fendit contre ses dents, du sang chaud coulant sur son menton. « Ferme ta gueule, truie !» cracha Costello. Il se tourna vers ses hommes. « Surveillez-la. Si Russo ne confirme pas le transfert avant minuit, tirez-lui dans les genoux en premier. Laissez-la saigner un peu. » Costello s'éloigna, se retirant dans un bureau surélevé fermé par une vitre crasseuse donnant sur le sol de l'entrepôt. 2 gardes restèrent près de Béatrice, s'appuyant contre une pile de palettes en bois, vérifiant leur téléphone et riant doucement. Béatrice prit une profonde inspiration tremblante. Elle testa les colliers de serrage. Ils étaient incroyablement serrés, mais ils avaient lié ses mains autour du dossier épais en aluminium de la chaise. À cause de ses épaules larges et de ses bras épais, l'angle était inconfortable pour les attaches en plastique. Il y avait de la tension. Elle n'était pas une mondaine fragile de 40 kilos qui briserait au moindre souffle. Elle avait de la puissance. Elle avait du poids. Elle avait du levier. Soudain, l'entrepôt fut plongé dans une obscurité absolue. Le disjoncteur principal avait été violemment sectionné. La seule lumière provenait de la pâle lueur de la lune filtrant à travers les hautes lucarnes brisées. « C'est quoi ce bordel ?» murmura l'un des gardes, le bruit du cran de sécurité d'un fusil désactivé résonnant dans le noir. « Vérifie le générateur. » Ils n'en eurent jamais l'occasion. Les portes de chargement en acier renforcé à l'avant de l'entrepôt ne s'ouvrirent pas simplement, elles explosèrent complètement. Une charge de démolition arracha le métal lourd de ses gonds dans un rugissement assourdissant de feu et de fumée. L'onde de choc fit vibrer les os de Béatrice. À travers la fumée grise qui s'élevait, un cauchemar entra dans l'entrepôt. Alexander Russo n'était pas venu avec une armée. Il était venu comme un dieu de la guerre, flanqué de Vincent et de 4 hommes de main du syndicat lourdement blindés, armés de pistolets mitrailleurs éclairs et coches MP5. Alexander se déplaçait avec une précision létale terrifiante. Il portait un équipement tactique noir sur sa chemise de ville, un CJ Sauer non silencieux dans chaque main. L'entrepôt entra en éruption dans une symphonie chaotique de coups de feu. Les éclairs des tirs strobèrent l'obscurité, révélant le carnage. Les hommes d'Alexander se déplaçaient comme une unité paramilitaire hautement entraînée, abattant les gardes de Costello avant même qu'ils ne puissent viser.
Les deux gardes près de Béatrice paniquèrent. L'un leva son fusil vers la fumée, tirant à l'aveugle. L'autre, réalisant la valeur de la femme sur la chaise, se rua vers Béatrice avec un couteau de combat à la main. Béatrice n'attendit pas d'être sauvée. Alors que le garde se ruait, elle utilisa ses cuisses robustes pour pousser en arrière de toutes ses forces. La chaise en aluminium bascula. Elle projeta tout le poids de son corps sur le côté, tordant violemment ses poignets épais contre le plastique tendu. Le collier de serrage céda avec un craquement sec. Béatrice heurta le sol en béton, mais le garde trébucha sur la chaise tombée. Avant qu'il ne puisse se reprendre, Béatrice roula, jetant tout son poids lourd directement sur le bras tendu de l'homme. Le son écœurant de son coude se brisant vers l'arrière fut masqué par les tirs. Il hurla, lâchant le couteau. Béatrice rampa au loin, pressant son dos contre l'acier froid d'un pilier structurel. Les tirs cessèrent brusquement. Le silence qui suivit fut plus lourd, totalement étouffant. Lorenzo. La voix d'Alexander résonna dans l'entrepôt. Elle était dépourvue d'humanité. C'était la voix du faucheur. Sors et meurs. Costello était piégé dans le bureau en verre surélevé. Il avait regardé avec une horreur paralysée Alexander démanteler son équipe en moins de 60 secondes. Paniqué, Lorenzo saisit un revolver lourd sur son bureau, donna un coup de pied dans la porte du bureau et trébucha sur la passerelle métallique surplombant le sol. « Russo, recule !» cria Costello, sa voix se brisant de terreur pure. Il pointa le revolver vers les ombres, cherchant désespérément Béatrice. « Je vais la tuer. Je jure devant Dieu, je lui colle une balle dans le cerveau. » Un projecteur installé par Vincent au sol aveugla soudainement Costello. Crac! Alexander tira un coup de feu unique depuis le sol. La balle brisa la rotule de Costello. Lorenzo hurla, s'effondrant sur la grille de la passerelle, le revolver lui échappant et tombant sur le sol en contrebas. Alexander sortit des ombres. Son visage était éclaboussé par le sang des hommes de Costello, sa poitrine se soulevant légèrement, ses yeux sombres et morts balayèrent la pièce jusqu'à ce qu'il trouve Béatrice recroquevillée derrière le pilier. Quand Alexander vit sa lèvre fendue et le sang tachant son chemisier, la température dans la pièce sembla descendre en dessous de zéro. Il ne courut pas vers elle. Il monta les escaliers métalliques jusqu'à la passerelle, s'épalant, lourd et délibéré. Chaque son de ses bottes sur le métal ressemblait à une cloche funèbre. Costello sanglotait, se traînant en arrière, laissant une traînée de sang sur la grille. « Dom, s'il te plaît » supplia Costello en levant des mains tremblantes et sanglantes. C'étaient les affaires, juste les affaires. Tu peux garder les ports. Tu peux avoir le West Side. Laisse-moi juste partir. Alexander s'arrêta, dominant l'homme brisé. Tu l'as traité de poids mort, murmura Alexander en sortant un stylet noir élégant de son gilet. Tu as posé tes sales mains sur ma femme. Je suis désolé. Je suis désolé. Excuse-toi auprès d'elle, ordonna Alexander en traînant Costello par son col jusqu'au bord de la passerelle. Plus fort, dit-il en regardant Béatrice. Je suis désolé, Madame Russo. S'il vous plaît. Alexander se pencha, ses lèvres frôlant l'oreille de Costello. Elle accepte. D'un mouvement fluide et brutal, Alexander enfonça le stylet sous les côtes de Costello, perçant son cœur. Il maintint l'homme là, observant la vie s'écouler des yeux terrifiés de Lorenzo avant de laisser négligemment le corps tomber sur le sol métallique. Alexander essuya la lame sur la veste de Costello, la rengaina et descendit les escaliers. Vincent et les hommes de main avaient déjà sécurisé le périmètre, montant la garde à l'entrée brisée, laissant à leur patron son intimité. Alexander rangea ses armes et tomba à genoux devant Béatrice. Le monstre froid et impitoyable disparut, remplacé par un homme complètement défait par la peur. Ses grandes mains tachées de sang planaient au-dessus d'elle, craignant de la toucher, craignant qu'elle ne se brise. Béatrice, étouffa-t-il, sa voix rude d'émotion. Elle ne recula pas devant le sang sur lui. Elle tendit ses bras doux et épais, les enroulant autour de son cou, tirant son visage dans le creux de son épaule. Alexander laissa échapper un souffle saccadé, enfouissant son visage dans ses cheveux, ses bras massifs enroulés autour de sa taille, écrasant son corps plantureux contre son torse armé comme s'il essayait de fusionner leurs âmes. « Je vais bien » murmura-t-elle, ses mains caressant ses cheveux sombres. « J'ai réussi à enlever les liens. Je vais bien. » Alexander se recula légèrement, encadrant son visage de ses mains. Ses pouces suivirent doucement sa joue contusionnée, évitant sa lèvre fendue.
Ses yeux parcoururent chaque détail d'elle, absorbant sa force solide et inébranlable. Il pensait que tu étais faible, dit Alexander avec férocité, ses yeux brillant dans la pénombre. Il pensait que parce que tu es douce, tu briserais. Tu es la chose la plus forte dans mon monde, Béatrice. Tu es magnifique. Il l'embrassa profondément, goûtant son sang et ses larmes. 2 heures plus tard, ils étaient de retour dans le manoir tentaculaire de Lake Forest. Un médecin privé de la pègre avait déjà nettoyé les coupures de Béatrice et pansé ses poignets meurtris. Elle était assise au centre du lit en cuir massif d'Alexander, portant l'une de ses chemises de ville trop grande, une tasse de thé fumante entre les mains. Alexander entra dans la chambre. Il avait pris une douche, frottant le sang de sa peau, vêtu seulement d'un pantalon de jogging gris. Dans sa main, il tenait une épaisse chemise cartonnée. Il s'assit sur le bord du lit et l'ouvrit. C'était le contrat de mariage, l'accord de 3 ans, le paiement de 2 millions de dollars. Sans un mot, Alexander prit un briquet en or sur la table de nuit. Il l'ouvrit, approcha la flamme du coin du parchemin épais et le laissa tomber dans un lourd cendrier en cristal. Béatrice regarda le papier se recroqueviller et noircir dans les flammes, illuminant l'intensité sombre dans les yeux d'Alexander. « Que fais-tu » demanda-t-elle doucement. « Je renégocie les conditions, » dit Alexander en levant les yeux vers elle. Il se rapprocha, lui retirant la tasse des mains et la posant de côté. Il pressa ses paumes à plat contre ses cuisses épaisses, un geste d'adoration absolue. Le faux mariage est terminé. La dette est effacée. Tu es libre de sortir par cette porte, Béatrice, avec l'argent, avec une nouvelle identité. Je te donnerai le monde et je ne laisserai jamais l'obscurité t'atteindre à nouveau. Béatrice regarda les cendres fumantes du contrat. Et si je ne veux pas sortir ? La poitrine d'Alexander se souleva. Il se pencha en avant, pressant son front contre le sien. Alors tu restes. Mais tu restes en tant qu'égale, ma reine. Pas de date de fin. Pas de clause de sortie. Je veux tout de toi, Béatrice, chaque pouce magnifique et parfait de toi, jusqu'au jour de ma mort. Béatrice sourit, un sourire authentique et radieux qui atteignit ses yeux expressifs. Elle emmêla ses doigts dans la chaîne en or qui reposait contre son torse nu, le tirant vers le matelas. Alors je suppose qu'on devrait commencer à planifier une vraie lune de miel, murmura-t-elle contre ses lèvres. Le diable de Chicago avait enfin été capturé, et il avait joyeusement remis les clés de sa cage. 1 an plus tard, le gala de charité annuel de la Police Athletic League se tenait dans la grande salle de bal de l'hôtel Drake. La pièce se tut alors que les doubles portes s'ouvraient. Alexander Russo entra, roi incontesté et incontesté du Midwest, sa présence imposant un silence absolu. Mais tous les yeux étaient attirés par la femme à son bras. Béatrice Russo était à couper le souffle. Elle portait une robe en soie cramoisie sur mesure qui épousait parfaitement ses courbes luxuriantes et lourdes, le tissu drapant élégamment la bosse distincte de sa grossesse de 7 mois. Elle marchait avec une confiance royale et intouchable, la tête haute. Il n'y avait plus de murmures sur la femme du patron. Il n'y avait plus de blagues. Il regardait ses hanches larges, son sourire radieux et l'ombre létale de l'homme debout à ses côtés, et il voyait exactement ce qu'elle était, le pouvoir. Un pouvoir absolu et indéniable. Cette romance mafieuse vous a-t-elle laissé sans souffle ? Si vous avez aimé voir Béatrice revendiquer son pouvoir et Alexander libérer sa colère impitoyable pour la femme qu'il aime, cliquez sur ce bouton j'aime. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos amis accros à la dark romance. Abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche de notification pour ne jamais manquer une autre histoire d'amour tordue et palpitante. Quel a été votre moment préféré ? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Nous publions de nouvelles histoires passionnantes chaque semaine.